Salut à tous, bienvenue sur France Monde. Donald Trump panique depuis ce matin et alors que les marchés étaient sur le point de s'effondrer complètement, il a sorti un énorme mensonge pour les manipuler. Il a affirmé qu'il était en train de négocier un accord qui pourrait potentiellement mettre fin à la guerre avec l'Iran. Mais il a refusé de dire avec qui il parlait, comment ces discussions se déroulaient, quel en était le cadre ou si quelqu'un servait d'intermédiaire. C'était une diplomatie à la machine à brouillard. Beaucoup de fumée, aucune sortie visible. L'Iran a immédiatement nié que de telles communications aient lieu. Téhéran a dit qu'il n'y avait aucune communication directe ni indirecte avec Donald Trump. Malgré cela, à cause de la fabrication de Trump, les marchés qui étaient sur le point de chuter se sont en fait stabilisés, du moins pour le moment. Mais à mesure que davantage d'informations ont commencé à sortir, montrant que Trump mentait, et alors qu'il donnait une conférence de presse désastreuse sur le tarmac en quittant la Floride pour Washington, il est devenu de plus en plus évident qu'il s'agissait encore d'un autre mensonge. Dans le manuel Trump, un micro et une piste d'atterrissage peuvent apparemment remplacer les preuves. Trump avait auparavant lancé à l'Iran un ultimatum de 48 heures. Il avait dit que si l'Iran ne quittait pas immédiatement le détroit d'Ormuz et ne permettait pas aux États-Unis d'en prendre le contrôle, les États-Unis feraient sauter toute l'infrastructure énergétique iranienne, en commençant par la plus grande cible. L'Iran a répondu en rejetant cet ultimatum et en avertissant que si les États-Unis s'en prenaient à l'infrastructure énergétique iranienne, l'Iran frapperait les infrastructures énergétiques, les installations de dessalement, les centres commerciaux et tout autre lieu d'où les pays arabes voisins tirent des bénéfices économiques. L'Iran a clairement indiqué que cette menace devait être prise très au sérieux. C'était le théâtre habituel de l'homme fort, lancer la menace d'abord, régler la réalité plus tard, de préférence hors caméra. Cela laissait à Trump un choix. Son échéance n'était plus qu'à quelques heures. Soit il allait bombarder l'infrastructure énergétique civile de l'Iran, ce qui constituerait un crime de guerre, soit il allait faire ce qu'il fait toujours, inventer un mensonge, prétendre que des négociations sont en cours alors qu'elles ne le sont pas, puis tenter de se sortir de la crise qu'il a lui-même créée. Tôt ce matin-là, il a publié exactement ce genre d'affirmation. L'Iran a réagi en moins de 20 minutes sur ses canaux médiatiques, qualifiant cela de mensonge et affirmant qu'il n'y avait aucune communication directe ni indirecte avec Trump, tout en présentant les États-Unis comme étant en train de reculer quand le bluff commence à fumer. Le scénario découvre soudainement le mot négociation. Trump a écrit que les États-Unis et l'Iran avaient eu, au cours des 2 derniers jours, de très bonnes et productives conversations concernant une résolution complète et totale des hostilités au Moyen-Orient. Il a affirmé que, sur la base du ton constructif de ces pourparlers, qui se poursuivraient toute la semaine, il avait demandé au Department of War de reporter, pour une période de 5 jours, toutes les frappes militaires contre les centrales électriques iraniennes et les infrastructures énergétiques, en attendant le succès des réunions et des discussions en cours. La phrase était habillée comme un geste d'homme d'État, mais elle sentait quand même le triage boursier. Cette déclaration était en elle-même stupéfiante, parce que lorsque Trump parlait ouvertement de frappes militaires contre des centrales électriques et des infrastructures énergétiques, il décrivait un crime de guerre. Il aurait ensuite communiqué avec CNBC et Fox Business pour leur dire que l'Iran voulait désespérément conclure un accord et que cela pourrait se faire en 5 jours. Ce délai de 5 jours était révélateur. Cela ressemblait à une tentative d'empêcher les marchés de s'effondrer pendant la semaine. Dans 5 jours, les marchés ferment. L'escalade pourrait alors reprendre durant la fin de semaine seulement pour que Trump revienne le lundi et tente de manipuler les marchés encore une fois. Rien ne dit autant processus de paix que le fait de le synchroniser avec la cloche de fermeture. Comme l'a souligné Faitux News, il était important de noter que, après avoir publié ce message sur Truth Social, Trump parlait immédiatement à CNBC et à Fox. Puis est venue une autre affirmation absurde. Trump a laissé entendre qu'une partie de ces discussions portait sur un contrôle conjoint du détroit d'Ormuz avec le nouvel ayatollah, comme si
Trump et l'ayatollah allaient désormais travailler ensemble pour contrôler l'une des voies maritimes les plus critiques du monde. Cette affirmation était manifestement absurde. À ce stade, le point de presse ressemblait moins à de la politique étrangère qu'à une réécriture de dernière minute par un producteur très nerveux. L'Iran a répondu immédiatement dans ses médias d'État en niant non seulement que des conversations productives aient eu lieu, mais aussi qu'il y ait eu la moindre communication directe ou indirecte. La position iranienne était qu'il n'y avait eu aucun contact direct ni indirect avec Trump ou ses représentants, que Trump essayait de gagner du temps dans la guerre avec l'Iran, qu'il n'avait retiré ses menaces contre les centrales électriques qu'après que l'Iran eut lancé un avertissement ferme selon lequel il riposterait contre ses voisins, que ses propos faisaient partie d'une campagne de guerre psychologique et que le détroit d'Ormuz ne reviendrait pas à ses conditions d'avant-guerre tant que cette guerre psychologique se poursuivrait. Comme l'a noté la Kobayashi Letter, l'Iran a catégoriquement nié toutes les affirmations de Trump. Et comme l'a dit le rédacteur en chef Ron Filipkowski, la situation était devenue tellement renversée que, pour la première fois de sa vie, il trouvait les médias d'État iraniens plus crédibles que son propre gouvernement. Voilà, c'était pas antipatriotique, c'est simplement ce qui arrive quand le raisonnement de base fonctionne encore. Selon la version iranienne, il n'y avait eu aucune communication directe ni indirecte avec Trump, pas même par des intermédiaires, et Trump n'aurait reculé qu'après avoir compris que les représailles iraniennes viseraient des centrales électriques partout en Asie de l'Ouest. C'est ce qui arrive quand le message officiel devient une galerie de miroirs et demande au public d'appeler cela de la clarté. Même Gerard Baker, éditeur at large au Wall Street Journal, a reconnu cette réalité troublante. Avec ce président, les Américains en temps de guerre se retrouvaient désormais dans une situation sans précédent, celle de soupçonner que la version des faits de l'ennemi était plus vraisemblablement vraie que celle de leur propre gouvernement. Les États-Unis étaient devenus Bagdad Bob. Une fois que la propagande se met à improviser, la crédibilité devient la première chose qu'on évacue du podium. Pendant ce temps, les marchés réagissaient violemment. Les marchés pétroliers s'emballaient, avec des prix pouvant grimper jusqu'à $120, voire $150 le baril. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans et à 20 ans atteignaient des niveaux intenables. Puis Trump a fait son annonce fabriquée et les marchés se sont brièvement stabilisés. Les mouvements de ce matin-là étaient énormes. Wall Street se voyait demander de négocier, non pas sur des faits, mais sur la version de la réalité qui survivrait au bulletin du matin. Puis, alors qu'il quittait encore une autre vacance financée par les contribuables à Mar-a-Lago et dans son club de Palm Beach, Trump a été interrogé sur le fait que le ministère iranien des Affaires étrangères disait qu'il ne disait pas la vérité au sujet de conversations productives visant à mettre fin à la guerre. Sa réponse n'a fait que renforcer le caractère ridicule de l'ensemble. Il a balayé cela en disant que l'Iran avait besoin de meilleures relations publiques. Il a insisté sur le fait que des pourparlers très solides avaient eu lieu, qu'il y avait de grands points d'accord, presque un accord total, et que cela n'avait simplement pas été transmis. Il a affirmé que les communications à l'intérieur de l'Iran avaient été réduites en pièces, qu'ils étaient incapables de se parler entre eux, mais que de solides pourparlers avaient quand même eu lieu. Il a dit que M. Witkoff et M. Kouchner les avaient menés, que cela s'était parfaitement déroulé, et que si l'Iran allait jusqu'au bout, le conflit serait réglé de façon très substantielle. Il a aussi affirmé que les États-Unis avaient gardé très présent à l'esprit leurs partenaires du Moyen-Orient pendant ces discussions, et que ces discussions avaient eu lieu la veille, et s'étaient poursuivies en soirée. Selon Trump, l'Iran voulait vraiment conclure un accord, et les États-Unis le voulaient aussi. La formule était familière, écarter la contradiction, gonfler la certitude et espérer que la caméra cligne des yeux la première. Si cela ne concernait pas la guerre, la paix, la vie des gens et l'économie, cela ressemblerait à un sketch de Saturday Night Live. Cela donnerait l'impression d'une pure parodie. Mais c'est précisément ce qui le rendait si dangereux. La performance cherchait sans cesse l'effet comique tout en traînant de vraies conséquences sur scène. Puis Trump
a été interrogé sur les nombreux points d'accord qu'il prétendait avoir obtenus avec l'Iran. Une fois de plus, il a tout simplement inventé des choses. Il a dit qu'il y avait beaucoup de points, autour de 15. Puis il a réduit la substance supposée de l'accord à une seule phrase répétée: l'Iran n'aurait pas d'armes nucléaires. Il a présenté cela comme le point numéro 1, le point numéro 2 et le point numéro 3, et a affirmé que l'Iran y avait consenti. Quand les détails disparaissent, la répétition est apparemment appelée à jouer le rôle de doublure pour la substance. Il y avait aussi un segment promotionnel sur Zyotix Pre-Alcohol Probiotic Drink. Le produit a été présenté comme le premier probiotique génétiquement modifié au monde, inventé par des scientifiques titulaires d'un doctorat pour combattre les lendemains difficiles après avoir bu. L'explication donnée était que lorsque l'on consomme de l'alcool, celui-ci est transformé en un sous-produit toxique dans l'intestin et que c'est l'accumulation de ce sous-produit et non la déshydratation qui expliquerait les journées pénibles du lendemain. Selon la publicité, Pre-Alcohol produit une enzyme qui décompose ce sous-produit et la recommandation était d'en faire la première boisson de la soirée, de boire de façon responsable, puis de se sentir mieux le lendemain. Le produit était présenté dans ce segment comme étant efficace, surtout pendant un mois de mars chargé en événements sociaux, des pentes de ski aux soirées pour regarder les matchs, jusqu'aux sorties de la Saint-Patrick. Les spectateurs étaient invités à visiter Zyotix, comme Midas pour en savoir plus, et obtenir 15% de rabais sur une première commande avec le code Midas au moment du paiement, avec en plus l'affirmation que l'entreprise offre une garantie de remboursement à 100% si les clients ne sont pas satisfaits pour quelque raison que ce soit. Ensuite, Trump a été interrogé sur une question pourtant élémentaire: avec qui exactement Steve Witkoff parlait-il en Iran? Trump avait affirmé que Jared Kushner et Witkoff étaient ceux qui menaient ces conversations. La question devenait donc simple: à qui parlait-il et pourquoi quelqu'un voudrait-il encore leur parler? Compte tenu du fait que la dernière fois qu'il y avait eu des discussions médiatisées et productives, menées avec l'aide du ministre des Affaires étrangères d'Oman, Trump avait ensuite bombardé l'Iran la nuit même, où un accord avait été conclu. Quand la diplomatie arrive après le bombardement, il devient difficile de vendre le rappel comme preuve de confiance. À cette question, Trump a répondu de manière extraordinairement vague. Il a dit que Witkoff parlait avec une personne très haut placée. Il a ajouté qu'il ne fallait pas oublier que les États-Unis avaient éliminé la direction, phase 1, phase 2 et largement la phase 3. Puis il a affirmé qu'il traitait avec l'homme qu'il croyait être le plus respecté et le leader. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait du guide suprême, il a répondu que non, pas du guide suprême. Il a aussi laissé entendre qu'on n'avait pas vraiment entendu parler du fils, qu'on ne savait même pas s'il était vivant, et que les personnes qui semblaient maintenant diriger le pays étaient celles dont les déclarations avaient effectivement correspondu à ce qui se passait sur le terrain. Tout cela donnait l'impression d'un pouvoir décrit au hasard, comme si la chaîne de commandement se rédigeait en direct, au gré des questions. Puis est venue la question suivante: dans le cadre de cet accord, qui contrôlerait le détroit d'Ormuz? Et là, Trump est parti encore plus loin. Il a dit que ce serait contrôlé conjointement, peut être par lui, peut être par les États-Unis, et lui avec l'ayatollah, quel que soit l'ayatollah ou le prochain ayatollah. Il a ensuite ajouté qu'il y aurait aussi une forme très sérieuse de changement de régime. Selon lui, en toute justice, tout le monde dans le régime avait déjà été tué, donc il y avait automatiquement un changement de régime. Il a affirmé qu'il traitait avec des gens qu'il trouvait très raisonnables, très solides, que les gens sur place savaient qui ils étaient, qu'ils étaient très respectés, et que être l'un d'eux serait exactement ce qu'il cherchait. Puis, comme si cela suffisait à rendre l'ensemble cohérent, il a pris l'exemple du Venezuela, disant que cela fonctionnait très bien là-bas avec le pétrole et avec la relation entre le président élu et les États-Unis, et que peut-être il trouverait quelqu'un comme ça en Iran. À ce point-là, la conférence de presse ne ressemblait plus à une ligne diplomatique, mais à un château de sable construit au milieu d'une marée montante. L'idée que Trump et l'ayatollah contrôlent ensemble le détroit d'Ormuz était déjà absurde. Mais le plus frappant, c'était le niveau d'improvisation.
Franchement, même expliqué de manière rudimentaire à un enfant de maternelle, il serait difficile d'obtenir une version aussi extravagante. C'est à ce niveau-là que le récit était devenu délirant. Le récit voulait avoir l'air stratégique, mais il trébuchait sur sa propre mise en scène à chaque phrase. Trump a ensuite été interrogé sur un autre point fondamental. S'il disait vraiment que la guerre allait se terminer dans les 5 prochains jours, pourquoi demandait-il encore un supplément budgétaire de 200 milliards de dollars ? Et sa réponse a été tout aussi révélatrice, c'est toujours bien de l'avoir. Il a ajouté que le monde était très enflammé et que les démocrates contribuaient largement à l'enflammer avant de bifurquer vers un autre sujet en parlant d'ICE. Quand le seul argument budgétaire devient « c'est toujours bien de l'avoir », la doctrine commence à ressembler à un tiroir-caisse avec pupitre. Et c'est bien là tout le problème. Si, selon lui, on entrait dans une période de 5 jours au terme de laquelle le conflit serait réglé, alors pourquoi maintenir une demande de 200 milliards ? Des hôpitaux ruraux ferment, des Américains n'ont pas les moyens de se payer des soins de santé. Avec 30 milliards, on aurait déjà pu financer le plan d'assurance complémentaire d'Obama dont les gens avaient besoin. Avec des centaines de milliards, on pourrait soutenir énormément d'assurance santé, des établissements d'enseignement et des écoles sévèrement sous-financées. Le gouvernement a été vidé de sa substance, les ressources pour les gens ont été sabrées, et malgré cela, on demande encore 200 milliards au nom d'un monde enflammé et d'un prétexte partisan. L'argent manquait pour soigner, enseigner et maintenir les services, mais il redevenait miraculeusement disponible dès qu'il s'agissait de mettre la guerre en vitrine. Trump a ensuite laissé entendre qu'une période de 5 jours était en cours, qu'on verrait comment cela se passerait, et que si cela ne se passait pas bien, il continuerait simplement à bombarder de tout son cœur. Le schéma était limpide. 5 jours. Les marchés ferment. Les bombardements reprennent. Puis, le lundi, on annonce de nouveau qu'un accord est en vue, et on recommence à manipuler les marchés. Tout cela ressemble à une pure manipulation boursière. La pause de 5 jours avait moins l'air d'un cessez-le-feu que d'une fenêtre de cotation soigneusement calée entre 2 accès de chaos. Le point fondamental sur le plan systémique est que cela tue l'économie américaine parce que les conditions réelles n'ont pas changé. Le détroit d'Ormuz reste sous contrôle iranien et demeure dans les faits largement paralysé. Les cargaisons de pétrole ne repartent pas. La guerre continue. En fait, ce matin même, Israël n'a pas réduit ses frappes sur Téhéran, il les a intensifiées. L'Iran continue de frapper ses voisins. Rien de tout cela n'a été résolu. Tout cela n'est qu'un immense écran de fumée. La réalité continuait de brûler pendant que le discours officiel s'acharnait à repeindre la fumée en victoire. Trump a aussi laissé entendre qu'ils essaieraient de se mettre ensemble aujourd'hui, probablement par téléphone, parce qu'il serait très difficile de trouver un pays et très difficile pour eux d'en sortir, selon lui. Il a répété qu'il traversait une période de 5 jours, qu'il verrait comment cela irait, que si tout allait bien, il finirait par régler cela, sinon il continuerait simplement à bombarder. Même l'échéancier semblait rédigé avec une gomme à la main et un téléscripteur dans l'autre. Pendant ce temps, d'énormes catastrophes naturelles se produisaient au Nebraska et à Hawaï, et Trump n'en parlait même pas. 2 personnes ont été tuées dans la nuit, et une douzaine d'autres ont été blessées dans une collision entre le vol 646 de Jazz Airlines, un Canadair Regional Jet, et un camion d'incendie à l'aéroport LaGuardia, où l'on croit que le contrôle aérien manquait de personnel. Interrogé à ce sujet, Trump s'est contenté de dire que c'était terrible, qu'ils avaient fait une erreur et que c'était un métier dangereux. Pour les vraies catastrophes, le commentaire tenait en quelques mots. Pour les fictions utiles, il trouvait toujours de nouvelles saisons. Puis, il y a eu sa sortie sur Joe Kent, l'un de ses hauts responsables du renseignement, qui aurait quitté son poste à cause de la guerre avec l'Iran. Trump s'en est pris au fait que Joe Kent s'était remarié assez rapidement après la mort de sa femme, dans une attaque terroriste en Syrie. C'est l'un de ses réflexes les plus constants, s'en prendre d'abord aux familles. Puis il s'est lancé dans une autre série de justifications. Il a dit qu'il n'était pas un admirateur du type que si l'on regardait ses messages ou ses déclarations, il était d'abord pour tout, puis soudainement il ne l'était plus.
Il a rappelé qu'il l'avait rencontré à Dover, après la mort de sa femme, qu'il avait eu de la peine pour lui, qu'il s'était présenté 2 fois au Congrès et avait perdu les 2 fois. Selon Trump, il avait alors dit que il fallait lui donner un poste à la Maison Blanche parce qu'il semblait intelligent et sympathique. Et voilà maintenant ce qu'il lui faisait en retour. Être gentil, a-t-il laissé entendre, ne rapporte pas grand-chose. Chez Trump, même la compassion finit souvent transformée en facture politique présentée devant les caméras. Il a continué en disant que Joe Kent avait perdu 2 fois au Congrès, qu'il aurait dû gagner, qu'il avait fait appeler ce type par ses propres collaborateurs, puisqu'il n'avait pas vraiment eu affaire à lui directement. Il a ajouté qu'il n'avait aucune idée de son idéologie, qu'elle soit de gauche ou de droite, mais qu'il pouvait dire une chose. Joe Kent avait affirmé très fortement que l'Iran n'était pas une menace. Or, selon Trump, l'Iran est une menace depuis 47 ans et il n'existe aucun pays au monde qui ne soit pas d'accord avec lui là-dessus. C'est ainsi qu'il a conclu sa charge contre Joe Kent. Et comme souvent, lorsqu'il manquait de cohérence sur le fond, il revenait à son refuge préféré, l'attaque personnelle, la version la plus paresseuse du pouvoir quand le récit commence à se défaire. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. France Monde vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.